prochaine conférence par Doris Pellerin, professeur à l'Université Laval, va porter sur les fourrages lors vert des fermes laitières québécoises. Doris est titulaire d'une maîtrise en économie rurale et d'un doctorat en zootechnie. Il est professeur en production laitière au département des sciences animales de l'Université Laval. L'objectif général de ses travaux de recherche est la proposition de systèmes de production agricole durable. Doris? Donc, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'ai une excellente nouvelle pour vous. On a trouvé de l'or sur les fermes laitières québécoises. Il y a juste un petit hic, c'est que cet or-là, il est vert. Puis on ne peut pas le vendre, il faut le donner aux vaches. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier mes collègues prospecteurs dont les noms apparaissent à l'écran. Donc, on passe direct au plan. Donc, certainement, vous vous posez des questions sur cette nouvelle ressource qui est disponible sur les fermes. Donc, les fourrages, combien ça vaut, combien ça coûte à produire. Puis ensuite, un autre aspect des fourrages, c'est le lait fourragé. Donc, quand on utilise ces fourrages-là pour faire du lait, pourquoi on devrait faire ça, produire du lait à partir des fourrages? Et si on veut l'en faire, comment on peut faire? Donc, on va parler un peu des résultats de recherche qu'on a faits. Et finalement, on va finir par, si on a décidé de faire les deux, d'avoir des fourrages économiques et d'essayer de produire du lait avec. Donc, si on parle de l'importance des fourrages, je vous donne le punch tout de suite. Les fourrages, c'est un facteur clé du bénéfice des fermes laitières. Donc, on peut aller dîner. La conférence est faite. Déjà, au colloque des plantes fourragères en 1994, ils m'avaient invité, puis je leur avais dit, donc je vous avais dit, qu'il y avait 10 $ de l'hectolitre de plus pour les fermes qui valorisent le fourrage et surtout celles qui produisent le fourrage de façon économique. Alors, remarquez bien, ça a pris 20 ans avant qu'ils me réinvitent. Donc, soit ils ont été estomaqués ou ils m'ont pas cru. Ça veut dire écouter comme il faut, parce que ça va peut-être prendre 20 ans avant que je revienne. Mais, juste pour prouver que ça peut être vrai, le même travail a été repris par René Roy, qui travaille chez Valacta, puis est arrivé exactement aux mêmes conclusions, c'est-à-dire des dizaines de milliers de dollars de plus pour les gens qui valorisent leur fourrage. Donc, comme tous les bons films, c'est repris, puis on voit quand ça arrive aux mêmes conclusions, on est content. Donc, on va commencer par essayer de voir combien ça coûte les fourrages. Première question avant de savoir combien ça coûte, c'est combien ça vaut. C'est sûr que quand on veut savoir la valeur d'un aliment, il faut le comparer à d'autres aliments. Puis, pour les fourrages, habituellement, on se base sur la valeur des concentrés. Vous avez un graphique à l'écran qui vous montre l'évolution du prix du maïs et de l'orge au cours des 20 dernières années. Puis on voit que dans les situations où les grains sont pas chers, ça vaut à peu près 150 $ la tonne. Mais il y a des situations comme l'an passé où ça a monté jusqu'à 300 $ la tonne. Donc ça influence la valeur des fourrages. Ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de deux valeurs assez extrêmes, donc des valeurs de grains aux alentours de 125-150 $ ou des valeurs de grains aux alentours de 300, on a tracé les graphiques qu'il y a à l'écran. Et ça vous donne, pour trois qualités de fourrage différentes, combien ça vaut une tonne de matière sèche de fourrage selon la qualité. Donc, en situation de bas prix des concentrés, on voit que les valeurs des fourrages, c'est environ 150 $ la tonne. Et en situation de prix élevé des concentrés, c'est aux alentours de 300 $ la tonne que ça vaut. Donc, on voit deux choses. Ça peut valoir très cher. L'autre chose, l'importance de la qualité sur la valeur des fourrages. Donc, premier message, la qualité augmente beaucoup la valeur des fourrages, et ça jusqu'à 50 $ la tonne de matière sèche. Maintenant, combien ça coûte à produire? On sait ce que ça vaut. Ça vaut entre 150 et 300 $ la tonne selon les prix des autres aliments. Combien ça coûte à produire? C'est sûr que là, il faut que j'ai une petite discussion avec mon collègue Gilles, parce que
quand on essaye de mettre dans un seul facteur la valeur d'un aliment ou le coût d'un aliment, ben moi je pense que pour comparer des choses comparables, il faut tenir compte de la qualité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un indice de qualité, on a fait ce qu'on appelle un rendement ajusté, qui tient compte de la qualité. Donc, Gilles l'a montré que c'est très compliqué d'avoir à la fois la quantité et la qualité. Nous, on a fait un indice qui nous permet d'avoir un équivalent tonne de matière sèche. Vous êtes habitués aux équivalents tonnes de CO2. Bien, c'est la même chose. On essaye de mettre toutes des choses qui ne sont pas tout à fait comparables ensemble pour avoir une seule valeur qui est le rendement ajusté. Et ce rendement-là corrige en fonction du contenu en énergie et en protéines digestibles. Désolé, Gilles. En tout cas, mais c'est le moyen qu'on a utilisé. Comment on fait ça? Tout simplement, on calcule un indice de qualité qui est basé sur la protéine digestible et l'énergie digestible. Et dans notre cas, on a décidé que la protéine et l'énergie avaient la même valeur. On aurait pu décider d'autres ratios, mettre plus d'importance à l'énergie ou plus à la protéine. Le mieux serait probablement de voir dans les prix des aliments quelle est la valeur de l'un et l'autre. Mais les rations des vaches laitières, c'est équilibré essentiellement sur l'énergie et la protéine. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une valeur qui était égale pour les deux constituants principaux. Donc, vous avez une valeur moyenne des aliments qui est en fonction de leur protéines et leur énergie digestible. Et notre valeur de sang, notre fourrage de référence, c'est un fourrage moyen qui est composé de 2/3 d'ensilage mélangé et d'1/3 de foin mélangé. Donc, retenez seulement que les tonnes de matière sèche en équivalent, c'est d'un fourrage moyen. Donc, c'est quoi la quantité le rendement qu'on devrait avoir en équivalent tonnes de matière sèche en fonction des régions? Pour la région du centre du Québec, il faudrait viser aux alentours de 7 tonnes d'équivalent foin moyen et avec un seuil acceptable de 5,8. Donc, pour chacune des régions, c'est différent. Maintenant, si on arrive à la vraie question, combien ça coûte? Donc, si on prend par tonne d'équivalent foin, le coût de production ajusté, vous l'avez à la première ligne. Puis là, je vais vous préciser une chose, c'est qu'il y a plusieurs diapos qui vont avoir exactement la même présentation, c'est-à-dire 4 colonnes. La première qui est la moyenne des 381 fermes qu'on a utilisées. La deuxième colonne qui est les moins bons, dans ce cas-là, ceux qui ont des hauts coûts de production. La troisième colonne qui est les meilleurs, 25%. Et finalement, le petit triangle, c'est la différence entre les deux. Donc, pour les conseillers qui ne sont pas habitués de travailler après la pause, puis qui ne veulent pas retenir tous les chiffres, c'est sûr que les agriculteurs sont habitués de jongler avec plusieurs chiffres, mais pour les conseillers, regardez seulement la dernière colonne, puis déjà, ça va vous aider à comprendre. Et s'il y a une petite étoile, ça veut dire qu'on est sûr que la différence qui apparaît là est significative au seuil de 0,01. Donc, on est sûr à 99% de la différence. Vu qu'on peut être jamais sûr de rien, à 100%, mais au moins 99%, ça nous donne une chance. Donc, première conclusion, en moyenne, 202 $ que ça coûte par tonne d'équivalent foin à produire. La bonne nouvelle, c'est que les meilleurs sont aux alentours de 165 $, alors que les moins bons, ou ceux qui ont plus de travail à faire, 259. D'où viennent ces différences-là? Donc, la première ligne, c'est par tonne. Les autres, on a regardé les différences de coûts par hectare. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on essaye de réduire, c'est les charges variables. On s'aperçoit qu'il y a une différence, en effet, entre les meilleurs et les moins bons sur les charges variables, donc 83 $. Pour ce qui est des fertilisants et les autres amendements, donc là, un message aux vendeurs d'intrants. Essayez pas de baisser vos prix, c'est pas là qu'est la différence. Donc, essayez plutôt de travailler sur d'autres choses, parce que 60% du coût de production des fourrages est déjà décidé aujourd'hui pour l'an prochain. Ce 60%-là, c'est les charges fixes. C'est principalement, donc, le prix de la terre, c'est sûr, mais
les machineries, qui est la grosse différence. Donc, on voit qu'il y a à l'hectare 166 $ de différence entre les fermes qui ont des bas coûts et celles qui ont des coûts de fourrage élevés. Donc, première chose à travailler, les charges fixes, principalement les machineries, au niveau des coûts de production. Je suis sûr que tout le monde ici connaît son coût de production. Tous ceux qui ont des fermes connaissent très bien leur coût de production. Et pour ça, vous connaissez vos rendements. Je suis sûr que tout le monde aussi connaît le rendement, puis que tous les conseillers ont des producteurs, puis ils connaissent les rendements de leurs producteurs. Ceux qui ne le savent pas, ben peut-être travailler à mettre en place les choses qui vont être nécessaires à mesurer à la fois le rendement et les coûts. Donc, pourquoi on ferait ça? Parce que entre ceux que ça leur coûte plus cher et moins cher, il y a 42 770 $ pour une ferme moyenne à aller chercher juste en économie de coûts de production des fourrages. Ça, c'est presque mon salaire. Donc, ça veut dire que vous pourriez m'engager une partie de l'année. OK. Maintenant, comment ils font ça? Avoir des rendements, des coûts de production plus bas. Donc, il y a une partie qui est due au rendement parce qu'on sait que le coût de production en tonnes, si on a plus de tonnes, vu que le dénominateur est plus élevé, c'est plus bas. Donc, c'est vrai, les gens qui ont des coûts de production en tonnes plus faibles ont des meilleurs rendements, environ 1,4 tonnes de plus de rendement à l'hectare. Ils ont-ils de la meilleure qualité? Oui, ils ont aussi de la meilleure qualité, à peu près 1,1 % de protéines brutes de plus dans les fourrages. C'est des fermes qui ont aussi des plus grandes superficies, mais 12 hectares, c'est quand même pas une grande différence là, dans les superficies. Donc, ça veut dire que les gens qui ont des coûts bas de production de fourrage ont à la fois plus de rendement puis une meilleure qualité. Donc, ça veut dire que c'est possible d'avoir les deux au niveau d'une ferme, à la fois du rendement et de la qualité. Comment qu'on fait ça? Il y a plusieurs moyens qui sont connus. Donc, la date de récolte, Gilles en a parlé. Dans mon temps, on disait « vaut mieux être jeune et mouillé que vieux et sec ». Je ne sais pas si c'est encore vrai, ou je ne sais pas si ça s'applique à tout. Mais c'est sûr qu'il y a les rotations, il y a le chaulage, il y a plusieurs aspects. Puis ça, peut-être le meilleur conseil, c'est de justement travailler avec les conseillers. Donc, un partenariat gestionnaire de ferme, conseiller de club en agro-environnement, conseiller de club technique. Donc là, ça a été retenu et payé par la Fédération des groupes conseils. Mais c'est sûr que travailler de concert avec les conseillers, c'est probablement le meilleur service à rendre. Maintenant, bon, je vous ai dit comment il fallait avoir des fourrages bon marché, pas bon marché, mais qui coûtent peu, qui sont économiques à produire. Mais il faut aussi les utiliser ou les valoriser auprès des vaches. Puis c'est pour ça qu'on parle de lait fourragé. Donc, c'est quoi le lait fourragé? C'est le lait, c'est une estimation du lait qui est produit à partir des fourrages. Mais comment on calcule ça? On calcule ça en soustrayant du lait total le lait produit par les concentrés. Donc, on se dit, produire du lait avec les concentrés, ça coûte cher. On va prendre le lait total de la vache, on va enlever ce qui est produit par les concentrés, puis le reste, ça va être du lait produit par les fourrages. Croyez-moi ou pas, dans certaines fermes, ce chiffre-là est négatif. Ça veut dire que les fourrages réussissent même pas à couvrir les besoins d'entretien des vaches. C'est pas les fermes des gens qui sont ici, ou c'est pas les fermes des gens qui sont conseillés par les gens d'ici, mais ça existe. Donc, vous avez la formule qui aussi est basée sur l'énergie et la protéine. Donc, les équations sont relativement simples. C'est vraiment le lait total moins le lait produit par les concentrés. C'est ça qu'il faut retenir. Le reste, ça se fait relativement facilement. Donc, pourquoi on veut augmenter le lait fourragé? Ça, c'est une première question. Encore là, vous avez le même genre de tableau. Donc, pour les conseillers, regardez la dernière colonne. Les autres, vous pouvez regarder les 4 colonnes. La première, c'est la moyenne. La deuxième, c'est les bas laits fourragés, donc les moins bons ou bien les plus hauts potentiels d'amélioration. La dernière, c'est
les meilleurs, donc ceux sur lesquels on vise pour améliorer le lait fourragé. Donc, première constatation, pourquoi on se préoccupe du lait fourragé? Il y a une marge standard par vache. Donc, comment on réussit à générer d'argent par vache qui est de 500 $ plus élevé pour ceux qui ont des hauts laits fourragés par rapport à ceux qui ont des bas laits fourragés. Donc, 500 $ par vache. Ensuite, d'où vient ce 500 $ par vache? Ça vient principalement des coûts d'alimentation qui sont de 2,79 $ l'hectolitre plus bas chez les fermes qui ont des hauts laits fourragés. Donc, 33 versus 35. Ensuite, il y a aussi une meilleure reproduction des vaches. Donc, 8 jours d'intervalle vêlage dans les fermes qui utilisent mieux leur fourrage que dans les autres fermes, donc une meilleure santé en général. Et finalement, un meilleur taux de remplacement, donc 2,1 points de pourcentage dans les fermes au lait fourragé par rapport aux fermes à bas lait fourragé. Donc, c'est de là que ça vient, puis c'est pour ça qu'on veut augmenter le lait fourragé. On a plus d'argent par vache, dû principalement au coût d'alimentation, meilleure santé, meilleure reproduction. Donc ça représente entre les groupes inférieurs et supérieurs 36 000 $ de plus par ferme. Je sais que vous n'êtes pas attaché à l'argent. Mais 36 000 $ quand même, ça paye le déplacement. Donc vous pourrez faire un chèque en partant à mon nom, le pourcentage que je remets, ou au CRAC, je pense que peut-être une partie aussi du CRAC. OK. Maintenant, comment on fait pour augmenter ça, le lait fourragé? Donc, il faut donner fourrage aux vaches. On a comparé encore les 381 fermes, puis ici, on voit la différence entre les hauts et bas. Et ce qu'on remarque, au niveau de la taille des fermes, les fermes qui valorisent mieux leur fourrage sont un peu plus petites, en général. Donc, autant pour le lait vendu que pour le nombre de vaches. Ça ne veut pas dire que les grosses fermes ne peuvent pas le faire. Dans ce cas-là, les fermes sont un peu plus petites. Ce qui est surprenant, pas pour moi, mais peut-être pour d'autres, c'est que ceux qui ont des meilleurs laits fourragés produisent plus de lait par vache. Donc, valoriser les fourrages, ça ne se fait pas au détriment de la productivité, c'est l'inverse. Les vaches produisent 550 kilos de plus par année quand ils ont des hauts laits fourragés. Puis on le sait, dans la façon de calculer, c'est ce qu'on fait, on prend le lait total puis on enlève ce qui est produit par les concentrés. Au niveau de la composition du lait, pas de grande différence, pas de différence dans le gras, une petite différence au niveau de la protéine du lait qui est peut-être due à la dilution, vu que les vaches produisent un peu plus. Donc, aux alentours de 0,03 unités de pourcentage, donc pas grand-chose. Maintenant, la grosse différence, elle vient d'ici, elle vient de l'ingestion des fourrages. Donc, les fermes qui ont un haut lait fourragé réussissent à faire ingérer à peu près 250 kilos de matière sèche de plus par vache, de fourrage. La qualité des fourrages qu'ils utilisent est un peu meilleure. Ça, c'est assez étonnant. Ça devrait être plus que ça. Mais on voit qu'en général, en moyenne, les fermes qui ont des hauts laits fourragés n'ont pas des si meilleurs fourrages que les autres. Ils sont meilleurs, mais ça pourrait être mieux que ça. Mais ils ont l'air d'être meilleurs sur tous les aliments, parce qu'on voit qu'en plus, l'efficacité alimentaire, c'est la quantité de lait sur les aliments totaux ingérés, est meilleure dans les fermes à haut lait fourragé. Il y a un petit indice ici, on voit qu'il y a plus de fermes en RTM dans les bas laits fourragés. On voit, c'est sûr, dans les RTM à un groupe principalement, c'est très dur sur les quantités de concentrés. Donc, ça peut expliquer un peu la différence, mais il y a des fermes aussi qui sont à la RTM qui ont des excellents laits fourragés, donc c'est pas une raison. Donc, ça explique, mais ça excuse pas, autrement dit. Donc, on a fait un peu de recherche là-dessus, à essayer de voir comment on pourrait augmenter le lait fourragé des vaches. Le premier essai qu'on a fait, c'est sur la quantité de concentré. Des fois, on pense que, bon, les vaches produisent pas assez, on va en donner un petit peu plus. On va donner un petit 10 % de plus. Ah, le conseiller n'est pas assez généreux, tu sais, il veut pas me vendre de moulée, tiens, je vais en mettre un peu plus.
là, on a dit, bon, on va tester ça dans un troupeau. On a pris le troupeau de Sainte-Croix au centre agronomique, on l'a séparé en deux, puis pendant 2 ans, la moitié du troupeau a été alimenté. Dans ce temps-là, le troupeau produisait 8000 kilos par vache, donc c'était dans les années 90. 8000 kilos par vache, on a pris la moitié des vaches, on les a nourries pour 7000, puis on a pris l'autre moitié, on les a nourries pour 9000. On a fait ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des vaches qui étaient nourries avec des excellents fourrages. Donc, l'ensilage d'herbe d'excellente qualité, de l'ensilage de maïs d'excellente qualité. Les vaches recevaient aussi du foin et on avait 2 ans de données. Donc, les vaches qui avaient, les résultats nous montrent que les vaches qui avaient moins de concentré ont reçu 1000 kilos de concentré en moyenne de moins par lactation. Donc, c'est beaucoup de concentré. Ils ont augmenté leur consommation de fourrage de 24 et ils ont augmenté de 70 leur ratio lait produit par kilo de concentré. Donc, on est passé de 3, ce qui n'est pas mauvais pour la grande quantité de concentré, à 5 pour la basse quantité de concentré. Il n'y avait pas de différence significative dans la production ni dans la composition du lait. Même s'il y avait 1000 kilos de concentré de différence, pas de différence dans la production ni la composition du lait. La seule différence au niveau de la composition du lait, c'est l'urée du lait qui était supérieure chez les bas niveaux de concentré, donc qui était à 19,9, ce qui est très, très élevé, par rapport à l'autre groupe qui était à 14,4, qui est déjà élevé. Donc, on aurait probablement pu faire mieux à la fois dans un groupe et dans l'autre, mais dans ce temps-là, on n'avait pas l'urée du lait à Valacta à toutes les semaines. Il fallait faire l'urée du lait par chimie humide. Puis on avait les résultats juste 6 mois après, donc dans nos labs. Mais la conclusion principale, c'est qu'il y a d'autres facteurs que la quantité. Donc, ceux qui sont tentés d'en mettre un petit peu plus, avant de faire ça, pensez à d'autres facteurs que la quantité pour influencer le lait fourragé. En passant, le pèlerin qui apparaît là, c'est pas moi. Mais vu qu'il y a des bons résultats, on va dire que je suis parent, mais il n'y a pas de lien. OK. L'autre, ensuite, on a dit, ben écoute, si nous autres à la ferme, on a avec la quantité, on n'a pas réussi à influencer la production de lait, il y a peut-être des fermes qui savent comment faire. Il y a sûrement des fermes qui savent comment faire. Donc, on a demandé aux conseillers de nous trouver des fermes à très haut lait fourragé, puis à très bas lait fourragé. Puis on est allé chez ces fermes-là, puis on a essayé de voir qu'est-ce qui différenciait les groupes. Donc, on est allé chez 90 fermes. 22 de ces fermes-là avaient de l'ensilage de maïs. On a fait les analyses des rations. On a fait aussi la longueur de la fibre des ensilages, donc avec le tamis que vous voyez dans le bas de l'écran. Et on a fait la finesse de mouture des concentrés avec le tamis que vous voyez à droite. Donc, première constatation, puis là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une courbe de lactation des vaches qu'on a suivies. Et ce qu'on marque en vert, c'est le lait fourragé. Premier constat, le lait fourragé, c'est un produit fixe. Tout le long de la lactation, on a la même quantité de lait fourragé. Ensuite, en bleu, c'est le lait réel. Fait que c'est pas un pourcentage qu'il faut viser, c'est une quantité fixe. Les conclusions qu'on a eues, c'est, pour les rations à base d'ensilage d'herbe, une mouture plus fine des concentrés augmente le lait fourragé, surtout pour les vaches en début de lactation et en milieu de lactation. La longueur des particules plus courte des fourrages diminue le lait fourragé en début de lactation, mais l'augmente en fin de lactation, donc il y a peut-être un effet de le niveau de fibre qui n'était pas suffisant. La qualité des fourrages, par contre, augmente le lait fourragé dans tous les groupes. Ensuite, pour les rations ensilage de maïs, on s'est aperçu que la protéine dégradable des concentrés augmente le lait fourragé. Il faut se rappeler que ça, c'est la fin des années 90. Tout le monde donnait du supplément bypass à ses vaches, même si c'est pas ça qu'il avait besoin. Donc, dans les fermes qu'on a suivies, on a vu qu'il y avait beaucoup de fermes qui auraient pu augmenter la dégradabilité, donc enlever le bypass et avoir un meilleur lait fourragé. Et on n'a pas vu d'effet dans les rations ensilage de maïs de la finesse de mouture, ni de la longueur des particules, ni de la qualité des fourrages.
C'est sûr que là, l'ensilage de maïs joue un rôle, donc vient affecter le résultat. Donc, on n'a pas fait l'analyse de l'ensilage, je veux dire, l'analyse particulière de l'ensilage de maïs. Ce qui nous a mené à une expérience, on a fait 2 expériences, une avec l'ensilage de maïs, puis une avec l'ensilage d'herbe. Je vous présente celle avec l'ensilage d'herbe, mais à la suite des conclusions, on avait vu les gens qui font une meilleure mouture de leurs grains ont un meilleur lait fourragé dans les expériences ensilage d'herbe. On avait vu aussi que il y avait possibilité de mieux utiliser l'azote. Fait que en faisant une meilleure mouture. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'un complément énergétique dont les glucides sont plus dégradables dans le rumen maximise l'utilisation de l'azote. Donc, si on a des excellents fourrages, on a beaucoup d'azote non protéique dans le rumen. Donc, ce qu'il faut faire, par un meilleur synchronisme, apporter des glucides qui sont disponibles. Donc, on a pris 4 traitements. Le traitement de base qui était pas mal ce que le témoin, ce que les gens utilisaient, c'était du maïs cassé comme source d'énergie. On a comparé ça au maïs moulu. Puis ensuite, on a dit, on va rajouter des glucides encore, on va rajouter du perméa de lactosérum, qui est principalement du lactose comme glucide. Et on a dit, on va rajouter du maïs moulu, mais en plus avec de l'amidon. Et ce qu'on a vu ici, vous avez les laits fourragés, donc les barres mauves, c'est le lait fourragé protéine, alors que les barres vertes, c'est le lait fourragé moyen. Puis on a vu que le lait fourragé protéine a été augmenté justement par la plus grande mouture des grains du maïs, parce que ça permettait de mieux utiliser cette quantité de protéines-là qui était disponible. Donc, qu'est-ce qu'il faut viser comme lait fourragé? Vous avez les chiffres à l'écran, vous les avez dans le texte, mais rappelez-vous que c'est plus en fonction du poids des vaches et qu'on devrait viser aux alentours de 3000 kilos de lait fourragé. Donc, en revenant, vous regardez votre rapport Valacta, vous regardez le lait fourragé que vous avez ou votre rapport de groupe conseil en gestion. Maintenant, j'ai parlé de coût de production des fourrages, j'ai parlé de lait fourragé. Donc, si on pouvait être à la fois riche et en santé, ça veut dire avoir des fourrages produits de façon économique et les faire consommer, qu'est-ce que ça donne? Donc, si on compare les 2 groupes, ici, j'avertis les conseillers, heureusement, vous avez regardé juste la dernière ligne, il manque une colonne. Donc, on a juste 2 groupes, on n'a pas la moyenne, mais c'est pas grave. On a les hauts coûts de production bas lait fourragé, qui est la première colonne de chiffres, puis on a les meilleurs, ce qu'on vise, les bas coûts de production au lait fourragé. Puis ce qu'on voit comme résultat, c'est qu'il y a 20 000 $ par personne. Le RST par UTP, c'est le revenu par personne. 20 000 $ par personne de plus dans les fermes qui valorisent leur fourrage par rapport aux fermes qui ne le valorisent pas. Donc, c'est une bonne augmentation à se donner. Si on revient à coût de production du lait, c'est 10,40 $ par personne, pas par personne, par hectolitre, si dans les fermes qui valorisent leur fourrage par rapport aux autres. Donc, ça représente 56 000 $ par ferme. Là, on se rapproche vraiment de mon salaire. OK, donc, on est encore loin du salaire des producteurs, je le sais, mais quand même. Conclusion. Donc, première conclusion, c'est payant de travailler au niveau de réduire le coût de production des fourrages. Il y a une différence de 42 000 $ entre les groupes de 25 % bas coût de production des fourrages par rapport au haut coût de production dans une ferme moyenne. Pour diminuer les coûts de production, attention aux charges fixes, principalement la machinerie. Il faut penser rendement en quantité, mais aussi en qualité. Puis on a proposé un rendement corrigé. Donc, penser au rendement ajusté pour la qualité. C'est aussi très payant de travailler à l'étable, donc un peu moins payant, 36 au lieu de 42. Mais bon, à l'étable, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille, donc c'est normal que les gens de champ travaillent aussi. Une différence de 36 000.
Pour augmenter le lait fourragé, pensez à la qualité des fourrages, à l'ingestion de fourrage, au choix des concentrés. C'est probablement là qu'est le nerf de la guerre. Bien choisir les concentrés. Et l'environnement aussi des vaches, de l'eau, le confort, va améliorer la productivité. Pour vous aider là-dedans, on a développé en collaboration à l'Université Laval, en collaboration avec Valacta, une grille de valorisation des fourrages. Cette grille-là est disponible sur AgriRéseau. Il y a une nouvelle version qui va être mise en ligne bientôt, là, qui va être bilingue, mais vous avez une version francophone qui est déjà disponible sur AgriRéseau. Donc, si vous tapez valorisation des fourrages, vous devriez trouver ça sur AgriRéseau sans problème. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci, Doris. Très intéressant. On va commencer cette fois-ci par les gens en web diffusion pour les questions. Alors, Hélène, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une concernant si vous savez si l'effet de la finesse de mouture, donc la grosseur des grains, est la même pour la moulée complète, cubée. Non, c'est pas. Je veux dire, la moulée cubée a déjà été moulue, donc c'est sûr que il n'y a pas d'intérêt à ce moment-là. Il n'y a pas d'intérêt à ce moment-là à utiliser des tamis comme celui qu'on a vu. Il y a sûrement un effet du traitement des grains qui sont utilisés dans la moulée, par exemple. Ça, on le voit, le synchronisme. Plus les grains sont chauffés, plus ça ralentit habituellement la disponibilité de la protéine. Puis ça a un autre effet sur la disponibilité des glucides. Donc, il y a le type de grain puis la mouture va avoir un effet sur le synchronisme. Donc, ça, dans les programmes alimentaires, il y a des moyens de vérifier ça. On va poursuivre avec une question dans la salle. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Carole Frappier. J'aimerais ça savoir, Doris, quand tu as une ration haute en ensilage de maïs, ton effet sur le lait fourragé, il n'est pas un peu biaisé? C'est une bonne question. Écoute, souvent, il y en a qui considèrent que dans l'ensilage de maïs, il y a une partie de grain. Donc, il y en a qui considèrent puis même le NRC 2001 considérait 35 à 40 % de grains dans le maïs ensilage. Donc, le calculait à ces fonctions-là. Moi, ce qu'on voit, c'est que les producteurs du Québec qui ont de l'ensilage de maïs n'ont pas des meilleurs laits fourragés que les producteurs qui ont seulement de l'ensilage d'herbe. Donc, on avait deux grilles séparées. Nous, on corrigeait pour l'ensilage de maïs. Puis là, on s'aperçoit peut-être que les gens qui peuvent pas produire de l'ensilage de maïs, c'est des gens qui sont meilleurs producteurs, je sais pas, là, tu sais. Pourtant, je viens pas, moi, de la région du Bas-Saint-Laurent, mais je suis commandité quand même par Non, je veux dire, plus sérieusement, c'est vrai que maintenant, on a tendance à dire, ben non, tu sais, de l'ensilage d'herbe récolté au stade bouton, c'est pas loin aussi d'être du concentré, tu sais. Fait que, moi, je ne ferais pas de différence. On va retourner en web diffusion s'il y a encore des questions. Non, aucune question. Une question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions de la salle, alors je remercie Doris pour cette excellente présentation.